Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Donc Jean-Claude Hubaut, tu es responsable d'Héliosciences, donc tu es le créateur, le fondateur et donc le président de ce laboratoire qui est spécialisé dans l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des produits de protection solaire. Tu es basé à Marseille, et donc tu as ce laboratoire. Et avec toi aujourd'hui, on va discuter de comment on peut innover dans les produits de protection solaire. Et tu vas nous donner quelques pistes, des idées pour justement amener un peu plus d'innovation et penser au futur des produits solaires. Eh bien, Alors, écoute, merci Marion de cette possibilité de présenter Héliosciences et les tests. Donc, on a beaucoup de tests, in vitro, in vivo, et donc on va parler des produits solaires. Donc, de la exactement. façon dont je vois l'évolution des produits solaires dans l'avenir. Bah oui, parce que tu as une belle expérience maintenant dans le développement de produits cosmétiques et aussi spécialisé dans les solaires. Et donc, ça me paraissait intéressant de pouvoir avoir ton avis et ta vision sur qu'est-ce qui pourrait vraiment faire l'innovation et la différenciation dans les produits solaires qu'on a actuellement. Oui, moi j'ai commencé en 1985 ma carrière en cosmétique, donc ça remonte un tout petit peu. Et quasiment depuis le début, je fais des produits solaires. Ah oui, Ouais. Et on fait des tests in vitro depuis 22 ans. oui. Quand, Et en quand plus, Diffé a sorti sa méthode en 98, c'était fin 98, donc on a commencé à faire des tests en 89, ouais, 1990. Non, 30 ans ça fait. Allez, 32 ouais, ans. ça va vite. Oui. Oui. Et en plus, c'est une expérience dans l'innovation. Donc, justement, c'est intéressant d'avoir ce parcours. Et pour toi, qu'est-ce qui serait intéressant d'explorer comme piste? Oui, alors ben, tu sais, maintenant, c'est de plus en plus difficile d'avoir des produits solaires originaux Oui. parce que, étant donné qu'il y a les produits, les filtres qui sont un peu mis sur le côté par les applications, hein, un peu comme Yuka, Mm. parce que quand on fait Yuka, ben, le filtre il sort en orange ou en rouge, donc plus personne n'en veut, même s'il est autorisé. C'est ça. Donc on est obligé de trier. Du coup, il reste très peu de filtres. Donc si on veut innover, c'est très difficile parce qu'il nous reste. Ben, tout le monde a les 5 ou 6 mêmes filtres qui sont utilisés. Donc il faut trouver autre chose. Donc moi je pense que là où ça pourrait être intéressant, c'est d'encapsuler justement ces filtres dans des capsules solides, des billes qui soient dures, hein, qui ne s'ouvrent pas quand on les applique sur la peau, et ni quand elles partent dans l'environnement, parce que du coup, ça permet comment dire, de couper court à toutes les polémiques, puisqu'on dit que les filtres pénètrent dans la peau et qui génèrent des problèmes. Ben là, ils ne pénètrent plus dans la capsule, puisque les capsules, elles font 1 à 2 mm, 1 à 2 microns, donc ça ne pénètre pas. Mais ça Et comment ça continue. marche? Oui, et comment ça protège du coup? Ah ben, ça protège parce que les capsules, elles se mettent les unes à côté des autres. Mhm. Donc, ça Du fait coup, un film. ça fait un tapis encore plus homogène que si on utilisait des crèmes solaires classiques. D'accord. Donc, pour une même quantité de filtres, en fait, lorsqu'on les a encapsulés, on a des protections supérieures parce que c'est Mhm. mieux réparti. Mhm. Et aussi, je pense, parce que la capsule elle-même, elle peut avoir un effet. Mhm. D'accord. Donc, ça se rajoute. Donc, Donc, c'est ça, je vraiment pense. un côté filmogène qui fait que Ouais, tu peux diminuer le pourcentage de filtre et avoir une meilleure efficacité ou la même efficacité voilà, en les encapsulant. Tu améliores c'est l'efficacité. ça. C'est Parce que ça. c'est difficile aujourd'hui de créer un nouveau filtre. Parce qu'au niveau de la Ben, réglementation. c'est rare. Hmm. Puis après, alors, même si on crée un nouveau filtre, en fait, avant qu'il soit homologué dans le monde entier, Hmm. c'est quasiment mission impossible, puisque les derniers filtres qui ont été proposés, c'était des filtres de Ciba, après, ça a été racheté par BASF, mais les Tinosaur BM et S, ça date de 2000, ils ne sont toujours pas autorisés aux USA. Ouais. 22 Donc, ans. ouais, c'est 22 ans, ils ne sont toujours pas autorisés. Je pense qu'ils ne le seront jamais. Hmm. Donc,
c'est quasiment pas intéressant quoi, de mettre au point un nouveau filtre. Mm. Il vaut mieux essayer de chercher comme ça, d'utiliser ce qui existe et de les rendre plus safe, quoi, mieux tolérés par la peau et par l'environnement, puisque maintenant, il faut que le produit solaire il soit très bien toléré par la peau, par le client, et il faut aussi qu'il soit très bien toléré par l'environnement. Oui. C'est là où on peut peut-être avoir un petit effet en améliorant en fait l'impact environnemental des produits solaires. Donc, Oui, ça, il faut le vérifier. Ça, on le verra peut-être un peu après. Ce qu'on peut faire aussi pour améliorer pour avoir des produits solaires un peu plus originaux, c'est avoir une photoprotection biologique. Qu'est-ce que tu entends par photoprotection biologique alors? Il faut arriver à utiliser des ingrédients il faut qu'ils pénètrent dans la peau justement. Et ces ingrédients-là, ils vont avoir un effet antioxydant, ils vont avoir un effet de protection de l'ADN, ils vont avoir un effet booster des filtres parce que ça peut aussi améliorer l'étalement, la dispersion, la qualité de l'émulsion. C'est des choses comme ça qu'on peut faire pour... Donc ça, ce serait un complément des filtres, ce serait ajouter des ingrédients qui permettraient de protéger, une protection un peu plus interne au niveau cellulaire. En fait. Oui, c'est ça, parce que si tu veux, quand on se protège du soleil, on ne se protège jamais à 100%. Et heureusement, je dirais, parce qu'il faut quand même avoir un peu de rayonnement UV pour bien vivre. Et oui, essentiel pour, par exemple, la vitamine D. C'est ça. Si on n'a pas du tout de rayonnement UV qui pénètre, en fait, il y a plein de mécanismes biologiques qui ne se déclenchent pas. Le mieux connu, c'est la synthèse de vitamine D. Si on reçoit jamais d'UVB, on ne synthétise pas de vitamine D dans la peau et c'est 80% de la vitamine D qui est synthétisée dans la peau. Il y a seulement 20% qui est apporté par l'alimentation. Ah oui. Donc, il faut vraiment il faut s'exposer aux UVB 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Alors, c'est pour ça que même si on met une crème solaire, comme on n'arrête pas tout, il y a une petite partie de rayonnement UVB qui passe et donc ça va permettre de déclencher les mécanismes. Oui, donc les UV sont dangereux, mais ils sont aussi importants pour quand même certains mécanismes biologiques et avoir les molécules comme la vitamine D. C'est une question de dose. C'est ça, tout à fait. Et on avait parlé aussi quand on parlait de photoprotection interne aussi et externe, dans le sens de faire un peu du in et du out. Qu'est-ce que c'est ça? De faire des kits de compléments aussi alimentaires qui auraient une protection. Oui, voilà. Alors, déjà, uniquement dans la crème, on peut avoir des ingrédients qui ont un effet biologique, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un effet antioxydant, un effet protecteur de l'ADN. Donc ça va fonctionner. Donc les rayonnements UV, ils vont rentrer, ils vont déclencher les mécanismes biologiques dont on a besoin, et puis il y a une partie des rayonnements UV qui vont générer des radicaux libres. Et là, hop, si on a les antioxydants, on va les capter. Et du coup, il va rester que les effets positifs du soleil. On va réduire au maximum les effets négatifs. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut compléter cette efficacité par des produits diététiques. Produits diététiques qui, eux, ils vont aller dans le derme plutôt. Puisque quand on absorbe de l'alimentation, le derme est vascularisé alors que l'épiderme ne l'est pas. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux parce qu'on a une double... C'est une synergie, quoi. Un truc qui est très complémentaire. Bien sûr. Et après, dans les produits diététiques, on peut utiliser les mêmes ingrédients qui ont un effet antioxydant, qui ont des effets... Booster, quoi. Voilà, c'est des boosters. Préparation de la peau. Préparation de la peau, exactement. C'est important de pouvoir préparer sa peau pour mieux résister ensuite au rayonnement quand on s'expose plus longtemps. Oui, et surtout quand on n'est pas habitué à s'exposer. Parce que finalement, la peau, elle s'habitue aussi un petit peu, je trouve. Oui, mais parce qu'avant, les gens
étaient tout le temps habitués au soleil parce qu'ils travaillaient dehors. Mm. Et maintenant, comme on travaille beaucoup à l'intérieur, dans les bureaux, et même on s'enterre avec le métro, donc il y a des gens qui ne voient jamais le soleil pratiquement, Mm. qui ne voient jamais les UVB en tout cas. Parce que les UVB, c'est entre 10 heures et 2 heures Ah solaires. oui. Ah oui. Entre 10 heures et 14 heures. Alors l'été, c'est entre, comme on a 2 heures d'avance sur le soleil, c'est entre midi et 16 heures. Donc, Mais si on ne va jamais dehors, ou si on va dehors que le matin à 8 heures et puis le soir à 17 heures, on ne voit jamais les UVB, donc la peau ne se prépare pas. Parce que les gens qui se préparent petit à petit, qui vivent dehors, bon, ben, la peau, elle reçoit une irradiation solaire croissante. mhm. Au début, c'est faible, puis ça monte, ça monte, ça monte. Donc, ils ont moins de problèmes. Mm. Oui, puis c'est régulier. Donc, finalement, Ouais, ça ça évite. monte progressivement. Bon, après, c'est sûr que quand on est tout le temps dehors, comme les pêcheurs ou les gens qui travaillent tout le temps vraiment à l'extérieur, les jardiniers, il vaut mieux se protéger un petit peu quand même, parce que sinon, ça donne ce Oui. qu'on appelle le photovieillissement. Mm. C'est des grosses rides qui Mm. apparaissent. Donc, Mais sinon, ces oui. gens-là n'ont jamais de cancer de la peau. Ah oui, il y a une étude qui a été faite, des études qui ont montré que quand tu travaillais dehors, Ouais, celui qui est tout le temps exposé, comme il met en place progressivement tous ces mécanismes de ah, défense, celui qui prend des risques, c'est celui qui est jamais au soleil. ah ok, Donc, le cas typique, c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau, d'accord. dans une zone où il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est-à-dire à partir je sais pas, au-dessus de Lyon, par exemple, Mm. quelque chose comme ça, la France, la Suède, enfin tous ces pays-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 15 jours de vacances, Mm. ils débarquent. Ils n'ont jamais vu le soleil, mais ça leur fait un flash. Mm. C'est clair. Donc, ce flash-là, c'est très mauvais parce que du coup, comme la peau n'est pas préparée, Mm. il y a tous les effets négatifs, violents. Mm. Morale de l'histoire, il faut toujours déjeuner dehors. Il faut toujours déjeuner dehors. Et si on ne peut pas le faire, il faut aller s'exposer progressivement. C'est ça. Pas d'un coup aller passer 10 heures à la plage. 2, 3 heures au soleil, quoi. C'est ça. Il faut aller un quart d'heure ou une demi-heure aller avec une crème. Donc là, ça va réduire. Et puis après, on peut s'exposer de plus en plus longtemps. Mais au début, même si on a une crème, comme il y a les rayonnements quand même qui vont passer, ça va générer des dégâts. Et c'est cette population-là qui risque de déclencher des cancers. D'accord. Ah, c'est intéressant. Comme quoi, on ne sait pas Et, tout. Et et ensuite, non. oui. Donc, du coup, depuis quelques années, Oui. enfin, les sociétés commencent à développer des produits solaires à base de minéraux. Oui, pour le bio, Pour le particulièrement pour le bio. naturel et bio. Avant, on l'utilisait quand même, on a toujours utilisé des minéraux, mais on les combinait avec les filtres. Oui, Mais depuis qu'il y a du bio, c'est vrai qu'il y a des produits solaires où il n'y a que des minéraux. c'est Ou des ça. produits pour enfants, Oui, c'est il ça. n'y a que des minéraux. C'est ça. Du zinc, alors du titane, et depuis quelques années, le zinc, puisque maintenant le zinc il est autorisé comme Mhm. filtre solaire alors qu'il n'était pas avant. Donc ça, c'est des produits qui deviennent de plus en plus utilisés, de plus en plus proposés, pour plusieurs raisons, parce qu'ils ne pénètrent pas dans la peau, Oui. même s'il y a le problème nano, même une molécule qui est nano, elle est quand même beaucoup plus grosse qu'une molécule de filtre qui est toute petite et qui va Mhm. pénétrer dans la peau. Donc et on est sûr qu'il n'y a pas d'effet hormone-like, d'effet de photo-irritation, photo-allergie. Avec les minéraux, il ne se passe rien. Donc ça, c'est parfait pour les enfants Mhm. et pour les gens qui ont été sensibilisés justement à des produits solaires parce que dans le passé, ils ont fait une réaction à la benzophénone ou ils ont fait une réaction à un filtre. Après, ça reste. Et oui, Donc, ils sont obligés d'utiliser des produits comme ça. Alors, dans le passé, c'était des produits qui étaient assez blancs. c'est ça. D'où on Maintenant, avait toujours les. Oui, ça faisait un film blanc, c'était pas très sexy quand même, hein. voilà, mais par contre, c'est très efficace. Mhm. Alors, et la deuxième raison pourquoi c'est de plus en plus utilisé, c'est parce que les États-Unis ont validé définitivement le titane et le zinc comme filtre.
Il n'y a plus besoin de faire de tests et de prouver quoi que ce soit. C'est autorisé. Ah, d'accord. Alors que tous les autres filtres qui ne sont pas encore autorisés, définitivement, tous ils doivent faire leur preuve. Encore. C'est-à-dire que si tu mets que du zinc et du titane, tu n'es pas obligé de faire les tests aux États-Unis pour valider le SPF, le Il faut facteur faire de... des tests, mais tu n'as pas obligé de faire de tests complémentaires, comme par exemple prouver que tes filtres ne pénètrent pas dans la peau. Ah, d'accord, ok. D'accord. Oui, donc c'est intéressant. Eh bien oui, du coup, ceux qui font des formules mondiales, ils mettent du zinc ou du titane, quoi. Mm. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est une tendance. Et donc, Qui est ce assez serait longue. d'optimiser un petit peu les galéniques parce que c'est quand même, ça reste quand même des galéniques. Maintenant, il y en a de plus en plus qui sont plus agréables, mais on peut optimiser en fait les pourcentages de galéniques avec les On minéraux. avait, on avait optimisé en réduisant la taille des particules, mais Oui, après, on est tombé justement dans le problème du nano. c'est ça. Donc là, pour le moment, il y a des grandes discussions sur qu'est-ce qui est nano, qu'est-ce qui n'est pas. Donc je pense que ça va être tranché rapidement, là. Et puis après, on pourra travailler plus sereinement. Parce que là, pour le moment, ce n'est pas très clair encore. Qu'est-ce qui est nano, D'accord. qu'est-ce qui n'est pas. Mm. Parce que selon la technique de mesure de la taille de particules qu'on utilise, tous les ingrédients sont nano. Mm. Mais s'ils sont nano, normalement, ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits Oui, solaires bio. mm. Et oui, donc Il ça faudra limite. bien trouver une solution. Il Donc, je faudra pense bien que ça va trouver. être trouvé. Les gens, ils vont être raisonnables. Euh, Puisque c'est pas si dangereux que ça, au final. mais ce n'est pas dangereux du tout. Voilà. Du tout, Donc, du tout. ouais. Mais bon, tout le monde n'est pas au courant. Non, parce que les gens, ils raisonnent comme si c'était des produits que l'on respire. Parce que les produits nano, ils sont dangereux si on les respire. Oui. C'est volatile, les poudres. Alors, on les respire, mais comme la plupart du temps, on utilise des dispersions de minéraux, donc quand on ouvre le flacon, c'est de l'huile, quoi. C'est ça. On Donc l'applique. ça, il n'y a plus rien qui est volatile. Exactement. On ne peut pas Donc, il l'inhaler. n'y a aucun risque, puisqu'on D'accord. sait que sur la peau, ça ne pénètre pas. Mm. Ah, bien sûr. Donc, c'est très bien. Moi, je pense que c'est des produits vraiment d'avenir. Avec les capsules. Mais les capsules, c'est un peu c'est un Mm. peu le même esprit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des filtres libres tout petits, on les emprisonne dans des capsules plus grosses qui ne pénètrent pas. Oui, en plus, moins d'impact avec la peau, entre guillemets. Enfin, moins de Ouais, possibilités puis de... ça se fixe sur la peau. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, de Ouais, mixer ouais, les deux, en fait. Faire des capsules et des minéraux. après, oui, je pense qu'on pourra faire des choses comme ça. Euh, Ensuite, on avait parlé d'impact environnemental. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'était la grande question. Il y a beaucoup de questions autour de l'impact des filtres sur l'environnement, spécialement dans la mer, sur les coraux. Qu'est-ce qui peut être... Alors, en fait, ce qui, ce qui est de plus en plus utilisé, c'est de vérifier, non pas que, parce que tous les tests qui existent pour vérifier l'impact environnemental ou la biodégradabilité, c'est des tests qui ont été mis au point pour tester les matières premières. Pas les formules, donc, pas les galéniques. Pas les galéniques, pas les mélanges complexes. Mm. Alors, on utilise quand même ces tests-là pour tester les mélanges complexes que sont les émulsions, parce que c'est vrai que dans les actifs, quelquefois, ce n'est pas des actifs purs, c'est des mélanges Oui. aussi. Donc, quelque part, c'est des petites émulsions. Donc, on s'en sert pour ça. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant utilisé depuis quelques années. Donc, on regarde la biodégradabilité et on regarde ce qui se passe au niveau des coraux, puisque un des grands problèmes, c'est la disparition des coraux. Bien sûr. Et on regarde aussi ce qui se passe sur les algues, ce qui se passe sur les crustacés. On peut regarder ce qui se passe sur les oursins, enfin, etc. Tous les animaux marins. Et justement, là, on a le problème, comme il ne faut pas tester sur les animaux. Oui, bien sûr. Ah, on peut Alors, quand on dit qu'on ne teste pas sur les animaux, ça veut dire qu'on ne teste pas sur les vertébrés. Donc, on peut faire des tests sur les crustacés, sur les oursins, les huîtres, mais en général, les gens ne font pas la différence, donc ils ne veulent pas. Donc, on se limite en général aux tests de biodégradabilité, aux tests sur les algues
Et on pousse un peu sur les coraux, même si les coraux, c'est une symbiose des coraux. Hein. Il y a une structure. Puis après, il y a des bactéries, il y a des organismes. Donc, mais on fait le test quand même parce que si on veut, c'est la seule façon de dire qu'on n'abîme pas les coraux. C'est ça. Sinon, on ne peut pas le dire. Si on dit mon produit il protège les coraux, mais il faut bien faire le test sur des coraux. Bien sûr. Alors, Oui. du coup, Oui. ce qu'on a fait, nous, qu'on a commencé à développer des tests in silico. In silico, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, in silico, c'est des tests théoriques qu'on réalise avec l'ordinateur. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on rentre la formule dans la machine et avec les données qu'on a avec Rich, toutes les matières premières elles sont répertoriées à Rich, donc il y a plein de tests. Tous les tests ils ont été faits sur les matières premières. Donc avec un algorithme, on combine ça et on arrive à avoir une biodégradabilité théorique et une écotoxicité théorique. Et si on regarde ce qui se passe par rapport à un test réel, on a à peu près la même chose. C'est le même ordre de grandeur. D'accord. Donc, je pense que ces tests ils vont se développer parce que du coup, on peut tester sans tester sur les animaux. Oui, et puis c'est Tu un peux faire monde. des tests, tu peux faire des produits véganes. C'est ça. Parce que tu testes in silico, tu n'as pas testé les animaux. Est-ce que c'est pas plus pour faire un screening au début? Ça peut Et puis servir à après, ça. oui, Ça peut peut-être. servir pour screener, Oui, mettre au point des bases qui c'est ça? soient très bien acceptées par l'environnement. Et puis après, on travaille autour. D'accord. Et ça, c'est assez nouveau, le test in silico. Ah oui, en Donc ça, effet. chez Heliosciences, on le propose. Est-ce que vous avez développé spécialement ces tests? En collaboration avec une société, ouais. D'accord. Donc, oui, parce que ça, c'est pas notre monde, là. C'est le monde de l'intelligence artificielle, en fait. Hein. C'est ça. Et récupérer. Non, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des nouvelles méthodes et qu'il faut aussi en développer des nouvelles peut-être pour mieux Oui, évaluer oui, l'impact je pense, environnemental. exactement. Je pense qu'on peut en développer d'autres encore. Hein. Oui. En tenant compte de la formule, comme on disait, et pas C'est que ça, des ingrédients en fait. exactement. Mm. Et Mm. des associations entre eux aussi. C'est ça. Non, tout à fait. Ouais, très intéressant, je trouve. Ensuite, Euh, on avait dit quoi aussi? Ce qui pourrait être intéressant. alors, Un peu écouter. ce qui est intéressant et ce qui n'est pas fait, c'est de suivre l'évolution des crèmes solaires dans le temps. Oui, En général, quand on développe une crème solaire, on la développe au laboratoire, après on fait des tests et puis on ne va pas plus loin. mm. On considère que le produit, il est stable puisqu'on a fait des tests de stabilité qui représentent 3 ans ou plus de stabilité, mais malgré tout, ça peut évoluer. Bah, Parce tout que à les fait, parce filtres, qu'il y a des interactions qui se font dans le temps entre les différents filtres. Si c'est bien, il c'est peut y bien. avoir des interactions entre les ingrédients, il peut y Mhm. avoir des interactions avec l'emballage. Oui. Des fois, il y a des produits, des filtres qui migrent dans le plastique. Mhm. Il peut y avoir une évolution de la formule, c'est-à-dire que la formule, par définition, une émulsion, c'est instable. C'est ça. Donc, si ça se déstabilise un peu trop, en particulier avec les minéraux, s'ils se réagglomèrent plus, du coup, on a des particules plus grosses. Si on a des particules plus grosses, on protège moins. Mhm. Donc, ça, c'est quelque chose moi, je pense qu'il faut le regarder pour être sûr qu'un produit qu'on achète, même s'il a été fabriqué il y a 1 an et demi, 2 ans, il soit toujours efficace. Mhm. Parce que Et la les durée de produits vie comme... des produits est plus courte pour les produits solaires. Ouais, mais un produit solaire, quand on le fabrique, Mhm. on ne le vend pas forcément dans l'année. Mhm, bien sûr. Même si on n'ouvre pas le tube, Mhm, on le bien sûr. fabrique, on livre. Bon, puis Il est après, stocké. on vend 80% du stock. Je sais pas, il reste 20%, on le repropose l'année suivante. Bien sûr. Ce qui est normal, parce que normalement, les produits ils ont une durée de vie qui est supérieure à 3 ans. On peut le faire. Mhm. Mais les tests, ils n'ont pas été faits. Alors, c'est vrai que, est-ce qu'on ne fait pas pour les OTC, les produits qui sont over the counter, donc qui sont vendus aux États-Unis, il n'y a pas justement des Non tests faits plus. sur l'évolution non plus? Non, non. Mais par contre, on est obligé de suivre 3 lots de C'est fabrication. ça. OK. Mais pas dans le Et temps. c'est à T0 quand même. Hein. C'est ça, C'est ça te pas, dit. on Ouais. cherche pas non plus dans le temps, quoi. Oui, c'est ça. Genre à 6 mois, 1 an et 2 ans, quoi, pour voir si l'efficacité est la même.
Oui, ou on peut faire, si on veut accélérer, on peut faire des tests en sortie des tubes. Puisque quand on fait des stabilités à 40 degrés et à 50 degrés, on pourrait non seulement regarder la stabilité et l'évolution physico-chimique, mais on pourrait regarder aussi le SPF. In vitro. Parce que sinon, si on fait in vivo, ça coûte trop cher. C'est trop long. Mais avec les tests vitro, maintenant, tac, tac, on fait vite un petit contrôle. Rapidement, tu peux réévaluer ton produit, voir l'efficacité à long terme, ce qui est quand même pertinent, surtout pour un produit de protection solaire. Quand même. Oui, parce que les produits solaires, c'est quand même borderline par rapport aux médicaments. Hein. Bah oui, c'est des produits qui ont un impact sur la santé. Bien sûr. Des fois plus que certains médicaments, d'ailleurs. Hein. Parce que là, il y a un vrai effet. De protection. On sait que le soleil, il a des effets positifs, mais négatifs aussi. Donc, si on s'en protège, il faut s'en protéger bien, parce que si on pense que notre produit... Oui, bien sûr. C'est intéressant. Après, donc, moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui va se développer abondamment, c'est l'impact des cosmétiques en général sur le microbiote et des produits solaires en particulier. Oui. Parce que le microbiote, donc c'est la couche de bactéries qu'on a sur la peau, tout à fait, qui est très importante, puisqu'en fait, on a 90%, un être humain, il est composé à 90%, ou ça dépend comment les publications, 60% de bactéries, de champignons, de virus. On est habité, quoi. Et seulement entre 10 et 30% de cellules humaines. Donc, quand on fait des tests sur les cellules humaines. Mais en fait, c'est qu'une partie de notre corps. C'est la partie la moins importante. Donc, il faudrait regarder ce qui se passe sur le microbiote aussi. Parce que le microbiote, quand même, protège en fait, la peau des agressions extérieures et permet d'avoir un équilibre. C'est-à-dire que c'est indispensable. Sans microbiote, on ne serait pas là. Exactement. Parce qu'il y a le microbiote cutané, mais il y a le microbiote intérieur aussi. Bon, à l'intérieur, malheureusement, il se passe la même chose. C'est-à-dire que quand on mange des plats préparés avec des conservateurs, ça a un impact. Ça a un effet sur le microbiote. Et les crèmes solaires aussi. Parce qu'il y a des conservateurs, mais aussi parce que les ingrédients, ils peuvent avoir un effet. En dehors du fait que ce soit des conservateurs. Parce qu'un conservateur a forcément un effet. C'est fait pour tuer les bactéries. Donc, dès qu'on met une crème sur la peau, on va tuer une partie des bactéries. Et c'est temporaire, ça revient après. Et donc, c'est intéressant de connaître, ce qui se passe. Parce que pour le moment, les gens ils regardent tout ça, mais pas l'effet sur le microbiote. On n'a pas encore parlé du SPF et microbiote. En effet, c'est quelque chose d'intéressant. Ça n'a pas encore été trop... Ça n'existe pas du tout. Mais bon, aussi, il faut mettre au point les méthodes. Hein, et oui. Pour regarder ce qui se passe. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire dans ce domaine-là. En tout cas, ce n'est pas neutre. Ça, c'est sûr. Il se passe quelque chose. Ouais. C'est quand même des molécules chimiques assez importantes. Hein, qui ont en effet. Oui, c'est sûr. Donc, ça, c'est une piste intéressante. Après, nous, on est en train de travailler ici une piste pour essayer de remplacer la méthode qui permet de calculer le SPF in vivo. Okay. Quand on calcule le SPF in vivo, en fait, il faut déclencher un coup de soleil sans crème et après, on va déclencher un coup de soleil avec une crème. Le problème, c'est que pour déclencher le coup de soleil, il faut être un peu en dessous pour les premières doses et puis un peu en dessus pour les doses supérieures. Alors, quand on est un peu en dessus, on brûle les gens. Donc, ce n'est pas très éthique. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait commencé à travailler les tests in vitro. Mais là, depuis un an ou deux, on commence à parler d'une méthode qui s'appelle l'HDRS. C'est Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy. D'accord. Donc, en fait, c'est un test in vitro et in vivo. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est hybride. D'accord. Donc, et cette méthode-là, elle ne déclenche pas de coup de soleil, si tu veux. Donc, ça protège quand même le cobaye qui vient faire le test. Donc, on peut faire autant de tests qu'on veut sur les gens. On est à 0,1 fois la dose qui permet de déclencher le coup de soleil, qu'on appelle l'ADEME,
dose minimale Ouais. érythématogène. Donc, on est à 0 une fois, ça. C'est-à-dire que c'est peut-être moins que quand on se promène dehors, quoi. Mm. Donc, ça, c'est une méthode de test, à mon avis, qui est promise à un grand avenir, Mm. parce que ça va permettre de protéger les sujets. Ça va permettre de résoudre le problème de support, parce qu'on est là à dire ouais, le support qu'on développe, c'est je sais pas la peau. Ben là, on aura la peau. Et donc, on pourra avoir des résultats beaucoup plus vite. Parce que pour le moment, quand on fait des tests pour calculer les niveaux de protection in vivo, ça peut durer jusqu'à 2 mois, 3 mois. Ah ouais, c'est long. Et là, c'est combien le temps le délai? Le test lui-même, Mm. il dure 1 heure. D'accord. Alors que le test lui-même, quand on fait un test classique, il dure 3 jours. Oui, donc ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut déclencher le coup de soleil Mais oui, oui, bien sûr. sur le sujet. Il faut qu'il revienne le lendemain parce que le coup de soleil, il sort plusieurs heures après. Donc la personne, elle revient le lendemain. On regarde. On met la crème. On re-irradie. La personne, elle revient encore le lendemain. Et là, on regarde encore à nouveau. Mm. Donc ça, c'est comme il faut le faire sur 10 personnes. C'est très long. Mhm. Et en plus, ces sujets-là, quand on les a utilisés, on ne peut plus les réutiliser pendant 3 mois. Ah oui, donc ça demande d'avoir un Il faut panel avoir un panel énorme. énorme, c'est sûr. Alors qu'avec la méthode HDRS, je peux me servir d'une personne. Comme je ne déclenche pas de coup de soleil, il peut m'en resservir le lendemain. Et bien sûr. Mais Donc ça, en c'est des plus, ça méthodes permet qui d'avoir des sont... résultats plus reproductibles parce qu'on va utiliser des panels plus resserrés. Et ça veut dire que est-ce que c'est des méthodes qui sont au point là et reconnues au jour d'aujourd'hui ou il y a encore des choses à valider? Alors, on est en train de les étudier à l'ISO, D'accord. mais bon, on est quasiment sûr que ça va être validé, hein, parce qu'on a on a des bons résultats. Ça veut dire qu'il faut quoi, encore une année ou deux? Ouais, voilà, 1 an ou 2 maximum. Voilà, d'accord. C'est ce qu'on appelle les méthodes non invasives? C'est ça. C'est D'accord. non invasif, là. OK. Donc ça va permettre de développer des produits plus rapidement Ouais, c'est ça. et de manière plus fiable, parce que après, sinon, chaque année, les 60 millions de consommateurs, que choisir, qui sortent les dossiers. Là, ils vont en sortir encore en disant ah, ce produit ne protège pas. Mm. C'est pas vrai. Parce que, en fait, un produit qui ne protège pas, on ne peut pas le sortir. Bah, Puisqu'il bien faut sûr. que ce soit validé par un expert. Donc, l'expert, si tu lui montres un dossier qui ne tient pas la route, eh bien, il ne signe pas. Donc, tu ne peux pas sortir le produit. Donc, après, bon, 60 millions de consommateurs ou que choisir, ils font des tests qui sont pas normés, quoi. Parce que ça coûte moins cher, alors ils font des tests. Où on sait qu'il y a des tests, on sait qu'ils ne marchent pas avec certains produits. Par exemple, il y a des tests in vivo qui fonctionnent très bien pour les minéraux, mais il y a des tests in vitro qui ne marchent pas. Ben, eux, ils font le test in vitro. Alors D'accord. qu'on sait déjà que ça ne marche pas. Oui, c'est pas fait vraiment dans les règles de l'art. Ben, ils font un peu comme ils ont envie, quoi. Mm. Parce qu'ils décrédibilisent des produits Ouais, alors ils sont efficaces puisqu'ils, comme tu dis, ils ont été validés par des experts et des tox et vérifiés pour la mise sur le marché quand même. mais c'est malhonnête même, parce qu'en Oui. en France, on a les meilleurs produits solaires du monde. Il n'y a pas mieux. Mm. Parce qu'aux États-Unis, ils ont des produits solaires, mais ils n'ont pas tous les filtres Donc, oui, donc ils sont auxquels limités. on a accès. Donc, ils ont des problèmes pour protéger dans les UVA. Nous, ici, en Europe, je dirais, hein, Ah on a des oui. produits solaires, ils sont fabuleux parce qu'on a tous les meilleurs filtres, on a les meilleurs formulateurs. Donc, on a des produits qui sont très bons. Tu ne peux pas trouver mieux Mm. ailleurs. Ouais, Mais quand tu permettent, lis ça, tu décrédibilises la profession. c'est ça. On se dit, mais on est entouré de branquignoles, quoi. Mais c'est pas vrai, on a les meilleurs, tu vois. C'est dramatique même de faire ça. Moi, je leur ferais un procès si j'étais là. Bah oui, Les fabricants de produits, parce que c'est malhonnête. Mm. C'est vrai. Mais bon, donc, Alors du coup, après ces méthodes non invasives qui seraient le futur pour évaluer justement et pour avoir des résultats plus fiables, entre guillemets, plus rapidement, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau de l'anti-âge? Parce qu'on a dit que donc, les UV ont un impact donc, sur le photovieillissement, c'est-à-dire le vieillissement dû aux UV. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour justement avoir une protection aussi anti-âge? alors moi, c'est ce que
ce que j'aimerais que les sociétés fassent, c'est qu'elles proposent des produits anti-âge avec une protection UVA. Oui. Puisque les UVA, en fait, ils pénètrent jusque dans le derme. Ce qui n'est pas le cas des UVB. Donc, dans le derme, c'est là où se trouvent les fibres. Et donc, on casse les fibres avec les UVA. Et donc, c'est ce qui crée les rides. Alors, il y a des crèmes de jour qui sortent depuis très longtemps avec des SPF. Oui. Mais pour avoir un bon SPF, il faut avoir des filtres UVB. Sinon, on n'a pas un bon SPF. Si on n'a pas de filtre UVB, on ne peut pas dépasser SPF 6. Même si on a une protection UVA qui est à 15 ou 20. Donc, du coup, les marketing, ils ne veulent pas mettre ces produits solaires sur le marché, ces produits de soins de jour, parce qu'ils raisonnent que SPF. Alors que finalement, on a besoin que de protection contre les UVA pour avoir une activité anti-âge. Oui, anti-âge. Et puis, comme je te disais, oui. La plupart des gens, hommes ou femmes d'ailleurs, quand ils vont sortir dans la rue le matin entre 7h et 9h30, 10h, il n'y a pas d'UVB. C'est ça. Donc, ça ne sert à rien. Donc, tu te mets une crème avec un fort SPF, ça ne sert à rien. Tu pollues ta peau pour rien du tout. Exactement, parce que tu vas travailler. Oui, c'est l'accumulation de produits. Tu vas travailler, tac, tu ressors le soir à 17 ou 18h, il y a toujours les UVB sont repartis. C'est ça. Mais il y a toujours les UVA. Ah, par contre, l'UVA, il y en a tout le temps. Donc, il faut une protection UVA, pas forcément UVA et plus, enfin, de l'UVB. Il faut une protection UVA. Et donc, moi, au lieu de calculer la protection avec un SPF, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on calcule en pourcentage de rayonnement UV arrêté. Ça, on peut le faire, puisqu'on étale nos produits sur des morceaux de plastique, de PMMA, on les passe dans un spectro UV, et donc on sait très bien ce qu'on arrête. On peut le calculer. Donc la plupart des produits, de toute façon, ils arrêtent au moins 90% des rayonnements. Hein. C'est ça. Même si c'est des petits SPF, même si tu as un SPF 6, tu arrêtes 90%. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et oui, donc si tu mets ça sur... Tu raisonnes en pourcentage d'UV arrêté, on peut le faire. Hein. C'est-à-dire, on dit mon produit, il arrête 95%, 92%, 85% s'il est vraiment mauvais. On le marque. C'est ça. Personne n'empêche de faire ça. Puisque quand on fait des tests d'hydratation, on dit bien le produit il est hydratant. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de normes. Et c'est comme quand on dit hydratation 24 heures ou 48 heures, entre guillemets. Ouais, ça arrête 90% les UVA, les UVB. Ben voilà, on ne peut pas te dire que c'est faux. Non, puisque tu as le test. Tu fais le test. Et même tu peux comparer. Oui. C'est extrêmement facile de comparer tous les produits entre eux même. Tu les étales tous, tu regardes, tac, 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 tu fais un classement. Et ce qui est important, c'est comme on disait, c'est bien que ça arrête les UV, mais même avec un petit SPF, arrête les UV. Le problème, c'est qu'il faut renouveler régulièrement son application pour avoir une protection à long terme. Et ça, souvent, en fait, c'est ce qu'on oublie. C'est ça. Le consommateur et tout le monde, hein, ça fatigue de mettre de la crème toutes les heures ou demi-heures. Oui, mais ça coûte cher. Ça coûte cher aussi. Oui, ça coûte cher. Non, mais Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est que tu peux avoir une forte protection dans l'UVA avec un petit SPF. Et oui. Donc, si tu ne mets pas de filtre UVB, tu ne peux pas dépasser 6, 8 en SPF. Mais tu peux avoir une protection UVA à 90%. Exactement. Et c'est ce qui suffit d'avoir une protection contre le vieillissement cutané dû au... oui, exactement. Et ça, finalement, c'est pas bien, en fait. C'est pas le bien communiqué. Hein. Non, c'est pas bien. Mais bon, c'est à nous, justement, d'améliorer tout ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Il faut écouter les enregistrements que tu fais. Et bien oui, justement, on va le plébisciter parce que c'est important. Oui. Et on avait parlé aussi d'une chose qui était intéressante. On parle beaucoup du coefficient SPF, donc Sun Protection Factor, contre la protection donc, des solaires, facteurs solaires. Mais il y avait aussi un coefficient qui serait intéressant de développer. Et tu m'avais parlé, c'était le coefficient antioxydant, parce que les oxydants aident beaucoup justement. Les antioxydants aident beaucoup à protéger l'oxydation et donc les problèmes Mais oui, c'est essentiel. Parce que, si tu veux, quand on teste les produits, tous les produits du monde, ils sont testés en principe très, très bien.
Donc, il n'y a pas de problème. Mais on les teste avant irradiation solaire. C'est ça. C'est une crème solaire. Parce qu'on va la mettre, on va aller au soleil, comme une crème de soin de jour. Hein. On va aller au soleil. Mais le soleil, lui, il va déclencher des réactions. Dès qu'il y a des aromatiques, on va taper dessus, tac, la molécule, elle va bouger. Il se passe, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Hein. Il y a tellement de produits qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais on pourrait vérifier avec des tests assez simples que les crèmes solaires et les crèmes de jour, elles ne sont pas pro-oxydantes. Donc ça, c'est des tests qu'on propose. Mais je crois qu'on est les seuls à faire ça. Pas pro-oxydant, pourquoi? Parce que finalement, si c'est pro-oxydant, c'est-à-dire qu'en fait, la propriété de la crème ne va plus marcher, en fait. Elle sera plus protectrice. Elle sera plus. C'est pas que ça ne va pas marcher, c'est que tu vas créer des lipoperoxydes. Oui. Les lipoperoxydes, ils vont rentrer dans la peau. C'est ça. Et puis, ils vont abîmer les membranes. Ça va créer des radicaux libres. Après, les radicaux libres, ils se propagent comme un feu. Comme tu allumes un feu dans un champ, ça va se propager. Là, tu mets une crème qui est très bien tolérée. Parfait. Mais tu vas au soleil. Quelquefois, il y a des problèmes. En général, ça doit bien se passer parce que sinon, les gens ils auraient tous des problèmes. Mais on pourrait vérifier que toutes ces crèmes-là ne sont pas pro-oxydantes. Pas pro-oxydantes. Parce que les radicaux libres, ça fait quoi exactement? Si tu veux rappeler rapidement. Les radicaux libres, qu'est-ce que ça peut faire comme effet néfaste? Un radical libre, lui, donc c'est un radical qui a un électron libre. Oui. Donc l'électron libre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver son deuxième électron pour se stabiliser. Oui. Donc il va réagir avec tout ce qui passe. Les protéines, les lipides, les sucres, enfin les sucres pas trop, mais les lipides et les protéines, paf, il va réagir. Donc il va prendre un électron. Si c'est un lipide, le lipide devient à son tour pro-oxydant, il va abîmer l'autre lipide, qui va abîmer d'autres lipides. Comme ça, dans les membranes cellulaires, ça les abîme. Bon, et après, il y a des pare-feux dans les membranes. Hein. Oui, mais bon, ça veut dire que tu stimules trop ton système immunitaire ou tes protections qui vont protéger les membranes. Tu stimules trop tes systèmes de défense. C'est ça. Et à un moment, si tu les stimules trop, ils sont débordés et ça crée des problèmes. C'est ça. Et ça peut abîmer les protéines aussi. Et ça peut abîmer jusqu'à l'ADN. Donc, si tu abîmes l'ADN, après, il y a des problèmes de réplication. Problème de réplication, ça peut faire un cancer. Ou même une protéine de réparation qui est abîmée. Eh bien oui, elle ne répare plus. Elle ne peut pas réparer. Donc, si elle ne répare pas, hop, il y a un problème. C'est ça. Donc, si on pouvait tester les crèmes pour leur pouvoir antioxydant, mais il faudrait les tester après irradiation, pas avant. Super. Ça, personne ne le fait. Hein. Non, personne ne le fait. Et justement, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour tout ça, parce que finalement, tu donnes plein d'idées pour justement améliorer le produit solaire, de protection solaire, et surtout comment optimiser la protection et comment mieux communiquer dessus, pour dire exactement à quoi il sert et qu'est-ce qui peut être dit dessus. C'est ça. Donc, il faut protéger la peau, il faut protéger l'environnement, il faut protéger l'intérieur. Et voilà. Et quand on a fait ça, on a un bon produit. Et on peut être content. Et on peut aller dehors. Oui, on peut aller se promener dehors et profiter. Et profiter de l'extérieur. Et se baigner, faire tout ce qu'on a envie. En renouvelant, parce qu'il faut bien renouveler son application. Oui, il faut renouveler régulièrement la crème pour. Alors, après, avec les minéraux, ce n'est pas la peine de renouveler autant, je dirais, parce qu'ils ne pénètrent pas. Les filtres, comme ils pénètrent, la protection, elle disparaît au bout d'un moment. Oui. Ou, si on se baigne, il faut renouveler parce que du coup, là, il y a la mer qui en emporte une partie. Hein. Ah, c'est ça. Et quand on se promène comme ça, si on n'a que des crèmes minérales ou éventuellement des crèmes justement avec les capsules, on pourrait ne pas en mettre toutes les 2 heures. On pourrait peut-être en mettre, je ne sais pas, il faudrait faire les études. Ce serait peut-être toutes les 4 heures ou 5 heures ou 6 heures, j'en sais rien. C'est à vérifier. Mais les gens, les labos, pour le moment, ils ne l'ont pas fait, mais un jour, ça se fera. C'est le futur. C'est ça. On est là pour améliorer déjà ce qui existe. Merci Jean-Claude. Du coup, comment on fait si on veut te contacter, en savoir plus sur du coup ton laboratoire?
d'Héliosciences. Et si on veut te contacter, comment on fait? Alors, on a un site internet, D'accord? helioscience.org. On a le téléphone, les mails. Et Et ça, sur LinkedIn? on trouve tout ça sur le site. Après, on a un Facebook, Oui. on a un LinkedIn et on a un Instagram. Voilà, c'est au top. On a tout. On peut que vous trouver, quoi. Oui, oui, non, mais on tape sur Internet, dans Google ou un autre moteur de recherche pour ceux qui n'utilisent pas Google, Heliosciences, on nous trouve. Super. Alors, il faut se méfier parce il y a une société aux États-Unis qui s'appelle Heliosciences et qui fait des panneaux solaires. Ah non, vous, c'est pas pareil. Il faut taper voilà, crème solaire ou Super. Marseille. Ou Marseille, on vous trouve. On trouve tout à Marseille. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire que pour parler du soleil, il faut savoir de quoi on parle. Il faut habiter au Et soleil. nous, ici, dans le sud, on sait de quoi on parle. Parce que le Exactement. soleil, on l'a tout le temps. Quand on est à l'ombre toute l'année, on ne parle pas aussi bien du soleil que nous. On ne le maîtrise pas autant. En tout cas, c'est rayonnant et ça fait plaisir. Et merci pour ce partage parce que c'est un vrai beau partage que tu nous as fait aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup. Merci Marion pour m'avoir permis de m'exprimer sur ta chaîne. Super. Et je te dis à bientôt en tout cas. J'espère. Salut. Merci. Au revoir.